Comment oserais-je vous interroger, vous qui auriez pu choisir pour devise celle de Descartes, ici en latin, celui-là a bien vécu, qui s'est bien caché. Seriez-vous un nouvel épicurien? Je voudrais être illustre et inconnu. Vous rompez avec ceux qui outrepassent la règle. Le critique irlandais, George Augustus Moore, en fait l'expérience, après avoir publié en 1890 Degas, Painter of Modern Life, dans le magazine of Art. Ces gens vous attrapent dans votre lit, ils vous enlèvent votre chemise, ils vous flanquent dans la rue, et quand on se plaint, ils vous disent « vous appartenez au public ». Qu'avez-vous dit à Paul Gzell, le critique qui interrogea si bien Rodin? Je vous défends de reproduire notre conversation. Il est sacrilège de parler au vulgaire. Aujourd'hui, l'on discute idéal dans les bureaux d'omnibus. L'art est un mystère sacré. Trouvez-vous la critique d'art inutile? En un trait, nous les peintres en disons beaucoup plus long qu'un littérateur en un volume. Est-ce pour cela que vous avez répondu à l'un d'eux qui émettait des avis sur la peinture? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Le sommet de cette conception n'est-il pas atteint quand vous demandez à votre ami Paul Lafont, celui dont vous admirez le buste, entre vos deux amis Bartholomé, l'auteur du buste, et Michel Manzi, l'auteur du dessin charge? La peinture, est-ce que c'est fait pour être vu? C'est de la vie privée, ça. La jeune Julie Manet raconte votre emportement en 1895. Ah, les critiques. Ce sont eux qui commandent maintenant. La peinture leur appartient. Et Julie d'ajouter dans son journal « Monsieur Mallarmé, écoutant cela, paraissait fort malheureux. Monsieur Renoir rayonnait, car sa pensée sur les critiques est la même que celle de Monsieur Degas. 2 ans plus tard, avez-vous changé d'avis? Ah mon Dieu, du monde autour de nos tableaux. Pourquoi cela? Est-ce qu'il y a du monde dans le laboratoire d'un chimiste? Un chimiste travaille en paix. Nous, nous appartenons à tout le monde. Quel supplice! Pouvons-nous vous offenser en cherchant à savoir qui vous êtes et tenter de vous prendre une conversation, comme l'écrivait Maupassant dans Belle Amie, avant que le mot « interview » ne l'emporte avec son inexactitude? Oserais-je vous demander les raisons de votre repli? S'explique-t-il par votre enfance? Vous perdez votre mère à l'âge de 13 ans. Étant le fils aîné, vous êtes-vous senti responsable des 4 frères et sœurs qui ont survécu? Achille, enseigne de vaisseau jusqu'en 1864. Thérèse, qui épouse à la Madeleine son cousin le duc Achille Morbilli, modèle de prédilection, sans doute appréciait-il surtout l'aspect ingresque de ce visage au vin. Marguerite, la plus jolie, la plus intelligente, celle qui avait tout pour plaire et ne connut qu'une existence médiocre, qui épouse l'architecte Henri Fèvre. Enfin René, votre petit frère, qui sera le seul à vous survivre. Vous le dessinez endormi quand vous avez 19 ans, et lui il en a 8 ou 9, et à 20 ans vous le peignez en écolier. Est-ce à eux que vous avez dédié votre sensibilité? Le cœur est un instrument qui se rouille s'il ne travaille pas. Peut-on être un artiste sans cœur? Quel malheur ça doit être de n'avoir pas en famille un cœur à qui se fier. Votre père vous encourage, mais s'inquiète. Notre Raphaël travaille toujours, mais n'a encore rien produit d'achevé. Cependant, les années passent. En 1866, René s'installe en Louisiane, où il épouse sa cousine, veuve de guerre.
Achille et René sont associés. C'est sur leur papier de bureau que je vous écris. Ils gagnent pas mal d'argent ici et sont dans une situation vraiment rare à leur âge. On les aime et on les considère beaucoup et j'en suis tout fier. Cela ne va pas durer. Les spéculations de vos frères sont malheureuses. Pourquoi avez-vous assumé de payer une partie de leurs dettes qui entraîne la faillite de la banque de votre père à partir de 1874, année de sa mort à Naples? Votre frère Achille, en 1875, tire un coup de pistolet à la Bourse de Paris pour une affaire passionnelle. Il sera condamné à 6 mois de prison, réduit à 1. Votre frère René, après avoir ruiné la famille, abandonne sa femme aveugle et ses 5 enfants pour épouser une autre femme. Henri Musson écrit à son frère « La banque fait vendre les meubles de Fèvre et d'Edgar. Je vois à Paris Edgar se priver de tout, vivre du moins possible. Les enfants de Fèvre vêtus de trous. » En mars, que dites-vous au baryton Jean-Baptiste Faure qui vous a commandé des peintures qu'il ne voit pas venir? Vos tableaux eussent été finis depuis longtemps si je n'étais obligé chaque jour de faire quelque chose pour gagner de l'argent. Vous ne vous doutez pas des ennuis de toutes sortes dont je suis accablé. Et du côté de l'Italie rêvée de 1858, votre famille est-elle plus réconfortante? Hilaire, le patriarche, vous accueille à Naples comme le fils aîné du fils aîné. C'est à Naples qu'il faut aller pour se retremper de jeunesse, pour aimer la vie. Le soleil même en est amoureux. Tout est gai et facile. Réfugié à Florence, la branche Bellelli de votre famille vous donne l'occasion d'un chef-d'œuvre. J'ai 2 petites cousines qui sont à manger. L'aînée est réellement une petite beauté. La petite a de l'esprit comme un démon et de la bonté comme un petit ange. Je les fais avec leurs robes noires et de petits tabliers blancs qui leur vont à ravir. Retournerez-vous toujours avec plaisir en Italie? Voici l'entrée du Palazzo de Ga, place del Gesù Nuovo à Naples. Non. Que de temps il faut perdre en dehors de ce qui est votre vie, faire des démarches humiliantes, assister à d'interminables discussions que l'on ne comprend même pas, pour disputer à la faillite son pauvre nom. Je suis donc à Naples avec mon frère Achille pour obtenir de nos créanciers de Naples la signature d'un concordat qui se traîne depuis 6 mois. Votre amertume s'apaisera-t-elle 10 ans plus tard? Je ne suis plus rien ici, qu'un Français gênant. La famille s'en va. Tout le monde, à peu près, est divisé. L'intérêt et le sentiment se combattent en moi singulièrement, et sur ces 2 points, je saurais mal me défendre. La famille est ce qui vous divise le plus. Sachant vos problèmes financiers, pourquoi vos demeures furent-elles si nombreuses? Mais comment payez-vous tant de loyers? Votre marchand Durand-Ruel joue-t-il le rôle d'un banquier? Ayez la bonté demain de m'apporter mes termes. Il y en a un de plus à payer cette fois-ci, celui de la rue La Rochefoucauld que je quitte. Ah, je vais vous bourrer de mes produits cet hiver et vous me bourrerez de votre côté d'argent. C'est par trop embêtant et humiliant de courir après la pièce de 100 sous comme je le fais. Vos termes sont considérables, mais pourquoi ne suivez-vous pas le conseil du marchand Ambroise Vollard? Monsieur Degas, cela vous serait si facile d'avoir tout l'argent que vous voudriez. Vous n'auriez qu'à entrouvrir vos cartons. Vous savez combien cela m'embête de vendre et que j'espère toujours arriver à faire mieux. Le plus grave est à venir. La destruction en 1912 de l'immeuble de la rue Victor Massé et l'obligation de trouver d'urgence un nouveau logement. Vous avez 78 ans. Votre modèle, la terrible Maria, Suzanne Valadon, trouve une adresse, 6 boulevard de Clichy, qu'habita Mary Cassatt, votre ancienne amie, peintre américaine.
Je ne travaille plus depuis mon emménagement. C'est drôle, je n'ai rien rangé. Tout reste là contre les murs. Cela m'est égal, je laisse tout. C'est étonnant la vieillesse, comme on devient indifférent. En 1868, Eugène Manet vous vante les mérites de Londres. Je suis d'avis de tâter un peu le terrain de ce côté. Il y aurait peut-être un débouché pour nos produits. Quand vous apprenez la fortune de James Tissot, qui s'exile en Angleterre après 1870, que lui écrivez-vous? J'ai entendu raconter que vous achetiez une propriété. J'en ai la bouche encore ouverte. Que lui demandez-vous en septembre 1871? On m'a dit que vous gagnez beaucoup d'argent. Donnez-moi donc les chiffres. Donnez-moi quelque idée de la manière dont je pourrais tirer moi aussi quelque avantage de l'Angleterre. Vous a-t-il conseillé le marchand Agnew? Durand-Ruel, ici, m'attire de son dévouement et me jure qu'il veut tout ce que je fais. Mais Agnew m'intrigue vivement. J'en ai parlé machinalement à quelques-uns, et ce qu'on en a dit est de la plus importante beauté. On me prie de tomber dans ses mains redoutables. Vous traversez l'Atlantique en 1872. Quelle est votre première impression du Nouveau Monde? C'est de l'Angleterre en meilleure humeur. C'est encore à Tissot que vous écrivez de la Nouvelle-Orléans. Je me suis attelé à un assez fort tableau que je destine à Agnew et qu'il devrait bien, lui, placer à Manchester. Car si Filateur a jamais voulu trouver son peintre, il faudra qu'il me happe du coup. Il y a dedans une quinzaine d'individus s'occupant plus ou moins d'une table couverte de la précieuse matière et sur laquelle, penchés l'un et à moitié assis l'autre, deux hommes, l'acheteur et le courtier, discutent d'un échantillon. Nous avons déjà vu vos frères comme de nonchalants visiteurs, car ils sont importateurs de vin. D'Amérique, l'Europe vous semble resserrée. Vers le 15 janvier, je devais être à Paris ou à Londres. Cette distance m'est devenue indifférente et il n'y a plus d'intervalle à juger fort que l'océan. Est-ce cela qui vous pousse, 17 ans plus tard, à l'excursion espagnole? Je pense toujours au voyage de Madrid et à une vraie course de taureaux. Faudra-t-il faire venir ce Rastaquouère de Boldini? Lafont suivra-t-il? Aurais-je moi-même le courage de ne pas rentrer de suite à Paris sans exposer ma vie davantage? Votre ami Albert Bartholomé ayant fait faux bond au dernier moment et Lafont n'ayant pas suivi, c'est en effet le peintre Giovanni Boldini qui vous accompagne. Votre aimable qualificatif à son égard ne vous empêche pas d'admirer son portrait de Verdi au pastel, qui est aujourd'hui à la Galerie nationale d'art moderne de Rome. Il n'y a pas un artiste moderne qui puisse faire ça. Après 18 heures de train d'Irún à Madrid, vous vous précipitez au Prado. Rien, non rien, ne peut donner l'idée de Velázquez. Vos déplacements sont parfois consacrés à votre santé. Cure à Cauterets, dans les Pyrénées. Vous passez par Lourdes. Comment décrivez-vous le sanctuaire? Des malades à tout état et les boutiques autour de la grotte. Une croisade à prix réduit, où il y a de tout, des croyants et des voleurs. En somme, j'étais fort touché de l'émotion des autres surtout. Elle éclatait quelquefois au point de les transfigurer. Bartholomé en a fait son profit plus que moi. En 1895 et 97, les eaux du Mont d'Or et de Châtel-Guyon sont chargées de vous guérir. Avez-vous apprécié le Massif central? Belle Auvergne, terribles Auvergnats. Le peintre Gustave Moreau, de 8 ans, plus âgé que vous sert de mentor en Italie. Que lui écrivez-vous de Florence en 1858? Je vois bien que pour avoir de vos nouvelles, il faut vous en demander.
vous ne vous apercevrez pas que je lis avec intérêt les lettres provinciales où le moi est recommandé comme haïssable. J'avais vos encouragements, comme il me manque toujours du moi. Mais que voulez-vous qu'un homme seul, aussi abandonné à soi-même que je le suis, dise ? Faites comme quand je me frottais comme un ours contre votre épaule pour attester hautement que je vous comprenais. Gustave Moreau conserve vos photographies dans ses albums. Avez-vous gardé de bonnes relations avec lui ? Quoi, l'ermite ? Oui. Qui connaît leur détrain ? Oui. Eh bien, c'est un peintre qui a voulu nous faire croire que les dieux portaient des chaînes de montre. Que lui avez-vous répondu quand il vous lança ? Vous avez donc la prétention de restaurer l'art par la danse ? Et vous, prétendez-vous la rénover par la bijouterie ? Malgré cette déception, vos amis ont été les bonheurs de votre vie, en plus de votre travail. Au lycée Louis-le-Grand, où vous êtes 8 ans pensionnaire, vous rencontrez les plus fidèles. Ils sont aussi peintres amateurs. Vous retrouvez Henri Rouart, votre condisciple, pendant le siège de Paris. Vous vous êtes enrôlé comme volontaire dans la garde nationale et c'est lui, votre capitaine d'artillerie aux fortifications au nord du bois de Vincennes. Polytechnicien, industriel, amateur d'art et peintre, cet ingénieur expose au salon. Vous ne vous quitterez plus et vous attiserez réciproquement votre nationalisme intégral, comme le dit Jacques-Émile Blanche. Votre beau-frère, Henri Fèvre, le mari de Marguerite, construit son hôtel particulier, 34 rue de Lisbonne, en 1871, et celui de son frère Alexis, au numéro 36. Vous photographiez Henri Rouart chez lui, où la peinture est reine du logis. Paul Valéry se rappelle, tous les vendredis, 2 gars, fidèles, étincelants, insupportables. En 1888, vous vous tutoyez. Le vendredi appartient à Rouart, mon cher Paulin. Je n'y manque jamais. Si le vendredi est à Henri, le mardi est à Alexis. Le 31 mai 1900, à Saint-Honoré-d'Eylau, Ernest Rouart épouse Julie Manet et Paul Valéry, Jenny Gobillard, sa cousine. Y êtes-vous pour quelque chose ? Prenons Julie Manet par le bras en avril 1899. Que lui dites-vous ? Voici un jeune homme à marier. Julie, je me retourne et aperçois Ernest Rouart, avec lequel je ris. Voilà une façon intimidante d'être présenté. Les morts d'Alexis Rouart en 1911 et celle de Henri en 1912 laissent un vide définitif dans votre vie. Ils ont été touchants. Ils m'ont dorloté dans mon célibat. Paul Valpinson naît la même année que vous. Vos pères sont amis. Vous avez admiré chez eux les œuvres de Ingres. Vous séjournez dans leur château de Ménil-Hubert, dans l'Orne, où vous voyez grandir la fille de Paul, Hortense, dont vous ferez ce portrait. Comment l'appelez-vous ? Petite brioche. Plus tard, elle explique vos relations entre vous et son père. L'inquiet Degas, peu confiant en lui-même, irrésolu, insatisfait, avait besoin à ses côtés d'un camarade vigoureux, en bonne santé et parfait équilibre. Cet hypersensible, qui cachait des nerfs à vif sous une apparence mordante, se montrait touché de la moindre attention. Celle de son camarade ne le trouvait pas indifférent. Arrive, j'ai besoin de toi. Quelle fantaisie vous a prise de noter vos poids respectifs. 94 kilos pour Paul Valpinson. Et moi, 64 kilos et demi.
En 1884, au Ménil-Hubert, est-ce pour vous sortir de votre dépression que Madame Paul Valpinson vous provoque ? Alors, vous ne faites rien d'Hortense, me disait la mère. Qui voulez-vous alors qui en fasse quelque chose ? Et je me suis mis, pour m'occuper, à labourer un grand buste avec bras, en terre glaise mêlée de petits cailloux. La famille suit ce travail avec plus de curiosité que d'attendrissement. On ne s'amuse en somme qu'avec ce qu'on ne sait pas. Allez-vous céder à l'invitation de Ludovic Halévy qui vous attend à Dieppe ? Mais ce buste, vous le comptez donc pour rien ? Si je le lâche, c'est chose perdue. Ah, il sera perdu. Pourquoi avoir apporté un sac de plâtre trop petit pour mouler vous-même ce portrait à mi-corps, grandeur nature, pétri dans la terre ? Il n'en reste que ce croquis. Par les Niaudet, les deux gars font connaissance des Halévy. Alfred Niaudet est votre camarade à Louis le Grand, alors que Ludovic Halévy, plus âgé de 6 mois, a une classe d'avance. Son mariage en 1868 avec Louise Breguet, amie de Marguerite, votre sœur préférée, vous rapproche. Ludovic vous introduit dans le monde de l'opéra. En 1877, vous acceptez de peindre les décors d'une comédie, La Cigale, que votre ami a écrit avec son complice Henri Meillac, pour se moquer d'un peintre intentionniste et de son modèle, une blanchisseuse. L'allusion vous fâche-t-elle ? J'ai beau mal y voir, la chose me plaît beaucoup à faire, et je la ferai. Donc, un mot, et je couvre d'une belle mousse de blanchisseuse les bras de mademoiselle Baumaine. Après ce succès au Théâtre des Variétés, vous sentirez-vous à l'aise dans le brillant monde d'Halévy, chez qui vous séjournez à Dieppe ? Cette célèbre imitation de l'apothéose d'Homère de Ingres que vous mettez en scène cache un trait de votre bonté dissimulée à propos de son photographe, Walter Barnes. Ce photographe anglais vit dans la misère. Surveillez Barnes tout en le protégeant, de façon qu'il devienne tout simplement heureux. Le deuxième fils de Ludovic Halévy, Daniel, devient-il votre correspondant privilégié ? Bonjour à ta famille, dont tu deviens la plume, lisible à me faire plaisir. Alors pourquoi votre antisémitisme violent se déchaîne-t-il pendant l'affaire Dreyfus, alors que la famille Halévy vous est chère ? Les articles de Drummond dans la Libre Parole et Vaudinet-Ségip, pseudonyme de la comtesse de Martel, ont-ils pu développer votre délire à ce point ? En 1908, que dites-vous devant le lit de mort de Ludovic, que vous n'aviez pas revu depuis 11 ans ? De la lumière, toute la lumière. C'est bien l'Halévy que nous avons toujours connue, avec en plus cette grandeur que donne la mort. Il faut garder ça. Pourquoi n'avez-vous pas dessiné le visage de cet ami perdu depuis 11 ans ? Pourquoi Daniel Halévy doit-il aller chercher Paul Renoir pour exécuter le portrait funéraire de son père ? Vous préférez la société du médiocre Valerne à celle de Monet ou de Renoir, qui ne furent pas vos amis. Qu'écrivez-vous à Joseph de Valerne en 1890 ? J'étais, ou je semblais, dur avec tout le monde, par une sorte d'entraînement à la brutalité qui me venait de mon doute et de ma mauvaise humeur. Je me sentais si mal fait, si mal outillé, si mou, pendant qu'il me semblait que mes calculs d'art étaient si justes. Quand le peintre et sculpteur Jean-Léon Gérôme examine vos jeunes filles spartiates, encourageant les jeunes gens au combat, que lui dites-vous ? Je suppose que ça n'est pas assez turc pour vous, Jérôme. Sachant votre admiration pour Daumier, Jérôme vous envoie de lui 2 lithographies, La rue Transnonain et La liberté de la presse.
Comment les accueillez-vous? Ces épreuves précieuses manquaient à ma collection, je vous en remercie vivement. Et je souhaite que ces sublimes voyous vous occupent un peu la cervelle. Vous rassemblerez 1800 lithographies de Daumier. En 85, vous projetez l'accompagnement de Madame Hollande avec un petit groupe. La troupe, c'est Madame Hollande, Cavet et moi. Il y a un point douteux encore. Cavet, l'homme de goût qui peut avoir l'idée de n'être pas de la nôtre. Vos portraits écrits ne rivalisent-ils pas avec vos portraits peints? Cavet se produit de l'oisiveté alliée à la finesse. Il est si indifférent qu'il met toutes les questions sur ses jambes comme un châle pour se garantir du froid. Ah, Cavet, toute notre vie, Madame Hollande et moi, nous souffrirons de votre incertitude. Cavet nous restitue un portrait de vous face à 2 danseuses de l'opéra. Combien était drôle l'attitude de Degas vis-à-vis de ces petites personnes, et ces petites personnes vis-à-vis de Degas. Lui, il les trouve toutes charmantes, les excusant de tout ce qu'elles font et riant de tout ce qu'elles disent. Elles ont pour lui, d'autre part, une véritable vénération. Et le moindre petit rat donnerait beaucoup pour faire plaisir à Degas. En serez-vous plus aimable à sa mort en 1910? Cavet le fainéant. D'Édouard Manet, rencontré au Louvre, vous faites 3 dessins et 3 eaux-fortes à la fin des années 1860. Vous espérez jusqu'à la dernière minute l'enrôler dans la Société anonyme des artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, qui organise en 1874, chez Nadar, boulevard des Capucines, la première exposition du mouvement qui recevra par dérision le nom d'impressionnisme. Vous écrivez à Bracquemond. Manet, excité par Fantin et affolé par lui-même, se refuse encore. Mais rien ne semble encore décisif de ce côté. Malheureusement, Manet préfère le salon officiel. 9 ans plus tard, c'est la fin du combat. Manet est perdu. Quelques journaux auraient déjà pris le soin de lui annoncer sa fin prochaine. On a dû, je l'espère, les lire chez lui avant lui. Il ne se doute nullement de son état et il a la gangrène aux pieds. Lors de son enterrement au cimetière de Passy, le 3 mai 1883, avez-vous murmuré, selon Jacques-Émile Blanche? Il était plus grand que nous le pensions. Vous achetez ses peintures. Vous avez même essayé de reconstituer la 2e version de son exécution de Maximilien, après son découpage par le frère de Madame Manet. Quel malheur, croyez-vous. Ils ont osé couper ce tableau. C'est la famille qui a fait ça. Ne vous mariez jamais. Quant au portrait du peintre et de sa femme au piano, vous l'avez repris chez lui quand vous vous êtes aperçu que Manet avait coupé le profil de Suzanne. Et dire que c'est Manet qui a fait cela. Il trouvait que Madame Manet faisait mal. Enfin, j'ai essayé de rétablir Madame Manet. Le coup que ça m'a fait quand j'ai revu mon étude chez Manet, je suis parti sans lui dire au revoir en emportant mon tableau. Rentré chez moi, j'ai décroché une petite nature morte qu'il m'avait donnée. « Monsieur, je vous renvoie vos prunes. » Mais c'est Vollard qui raconte. Le peintre Paul Cézanne participe à la première exposition de 1874. Vous achèterez de lui 9 œuvres, dont son portrait de Choquet. Résisterez-vous au plaisir de faire un mot? C'est le portrait d'un fou par un fou. Que dites-vous au peintre Claude Monet, qui expose pour la première fois ses nymphéas chez Durand-Ruel en 1909? Je ne suis resté qu'une seconde à votre exposition. Vos tableaux m'ont donné le vertige. Monet s'en va et Vollard vous demande « Mais depuis l'affaire Dreyfus, je vous croyais fâché avec Monet. » Oui, mais pour une telle occasion, je me suis remis.
vous dessinez l'Ève du sculpteur Auguste Rodin et partagez ses sentiments anti-Dreyfusards. Mais ce n'est pas votre société. Vous amenez dans votre groupe l'américaine Mary Cassatt, peintre et graveur, qui expose au salon dit impressionniste de 79. Elle habite alors 6 boulevard de Clichy, adresse déjà mentionnée de votre dernier atelier. Vous intéressez-vous à sa vie personnelle? Elle s'est cassé le tibia de la jambe droite et démis l'épaule gauche. Pour longtemps, la voilà privée de sa vie active et peut-être aussi de sa cavalière passion. Aussi écrivez-vous au comte Lepic. Ne pourriez-vous pas me trouver un petit griffon, pur ou non, un chien, pas une chienne, et me l'expédier ici à Paris? La personne qui désire ce chien est mademoiselle Cassatt. Elle s'est adressée à moi qui suis connu pour la qualité de mes chiens et mon affection pour eux. Cette personne m'a prié de vous recommander aussi la jeunesse du petit sujet. C'est ainsi un jeune, tout jeune, qu'il lui faut pour qu'il l'aime. Si vous aviez laissé Mary Cassatt s'occuper de vous, au lieu de vous brouiller avec elle, le musée dont vous rêviez existerait sans doute. Un artiste doit être entouré dans ce genre d'entreprise. Par exemple, sans Judith Cladel et quelques grands amis bien placés, le musée Rodin n'aurait pas vu le jour. Pourquoi ne cherchez-vous pas à lui plaire? Devant Paul Durand-Ruel, vous qualifiez son enfant devant le miroir de la plus grande peinture du siècle. Mais quand elle est là, ne pouvez-vous vous empêcher d'y trouver toutes ses qualités et tous ses défauts? En fait, c'est l'enfant Jésus et sa bonne anglaise. Ce qui ne l'empêche pas de vous admirer. Cependant, elle vend à volard le portrait que vous avez fait d'elle en cartomancienne. Et surtout, elle détruit vos lettres, ce qui nous empêche de connaître une partie de vous-même. Au salon de 1879, vous admirez les peintures d'Albert Bartholomé et vous devenez amis. Combien vous sont chères les soirées de la rue Bayard, dans le pavillon au fond du jardin, où Madame Bartholomé, née Péri de Fleury, reçoit Mary Cassatt, Jean-François Raffaelli, Georges Janniot, Gustave Geoffroy, Joris Karl Huysmans. Nationaliste intransigeant, vous donnez le diapason. Mais vous accusez aussi vos commensaux en leur lançant. Vous serez tous de l'Institut. Ce qu'ils ne furent pas. Péri meurt de tuberculose en 1887. Pour sauver Bartholomé du désespoir, vous lui conseillez d'élever un tombeau à la défunte. Grâce à vous, le peintre Bartholomé devient un célèbre sculpteur. Voici son œuvre la plus connue. Bartholomé a fini son grand monument funèbre que l'État et la ville de Paris lui ont acheté. Il va vivre pendant 4 ans au Père-Lachaise à l'exécuter. Le malheureux a été de plus décoré, ce qui l'a moins gêné que moi. Quand on a des commandes de l'État, il faut bien en recevoir le timbre. Quelle expédition vous avez faite avec lui en Bourgogne à l'automne 1890, dans un cabriolet attelé d'un cheval blanc. Si j'ai été le fou qui a pensé ce voyage, Bartholomé est le sage qui va finir par l'exécuter. Le remariage en 1901 de votre amie, veuve depuis 14 ans, avec la jeune modèle Florence Letessier, vous prive de son exclusivité. Vous acceptez cependant d'être son témoin. En 1879, Camille Pissarro vous présente Paul Gauguin, cet amateur qui prend le pouvoir à la 7e exposition impressionniste en 1882, où vous vous abstenez d'exposer. Tout vous oppose, mais l'admiration est réciproque. Vous achetez son portrait de la belle Angèle à l'hôtel Drouot pour lui permettre de partir pour l'Océanie. Un jeune homme qui vous demande de lui expliquer ses tableaux, que répondez-vous?
Voyez-vous, Gauguin, c'est le loup maigre sans collier. Jean-François Raffaelli fait partie de votre suite. Vous l'imposez au groupe. Que lui écrivez-vous en 1882 ? Je vis, paraît-il, d'ironie. Faites donc de moi l'être que vous voudrez, pourvu que j'y vois encore un peu pendant 10 ans, que je touche à de l'art tant souhaité, que je me résume tout en me développant, que je n'aille pas à l'hôpital, que j'aime mes amis et que j'en sois aimé, que je laisse une petite trace de moi et quelques milliers de dessins à cataloguer. Vous lui reprochez 2 articles. La création d'un musée des photographies, premier article, et un musée des estampes au Louvre. Cette volonté d'art, de diffuser l'art, vous exaspère. Jean-Louis Forain vous doit la fortune d'être rangé parmi les avancés. Ça, c'est une méchanceté de Jacques-Émile Blanche. Êtes-vous dupe ? Forain peint avec ses mains dans mes poches. Il me tient encore par le pan de l'habit, mais il ira loin s'il le lâche. Madeleine Zillard rapporte votre méchant mot. Je rêvais de conquérir Paris, d'y être accueilli et compris par une élite. Puis j'y fus admiré par Paulin. Elle ajoute que le sculpteur Paul Paulin n'en fut pas blessé. Il ne croit pas vos compliments sur les bustes qu'il expose au salon. Mais je parle sérieusement. Et si vous en voulez la preuve, je suis prêt à poser pour vous, s'il vous prend fantaisie de faire mon buste. Ce premier buste, à l'âge de 50 ans, va entrer au musée du Luxembourg avant vos peintures. Vos pastels y étaient déjà, grâce au legs Caillebotte. Henri de Toulouse-Lautrec est influencé par vos pastels, ce que blâme Suzanne Valadon. Je trouve qu'il s'habille un peu dans vos vêtements. Oui, mais en les faisant remettre à sa taille. Visitons son exposition chez Joyant, en 1893. Vous feignez de ne le découvrir qu'en partant. Saurez-vous combler son attente ? Ça, Lautrec, on voit que vous êtes du bâtiment. Quelle est votre appréciation définitive ? Ce garçon est le génie du dessin. Est-elle juste, cette remarque d'Halévy ? Toute l'occupation de votre vie se trouvait dans le butin de vos regards. J'aime l'omnibus. On peut regarder les gens. On est fait pour se regarder les uns les autres, quoi. À Évariste de Valerne, qu'écrivez-vous ? Vous me verrez sur les yeux un appareil assez lugubre. On tente de m'améliorer la vue en masquant l'œil droit et en laissant le gauche ne voir que par une fente. Tout va bien, encore assez bien pour circuler, mais je ne puis m'y faire pour travailler. Et à Alexis-Roire, en 1908 ? On sera bientôt un aveugle. Là où il n'y a pas de poisson, il ne faut pas faire le pêcheur. Et moi qui veux faire le sculpteur. Le peintre Berthe Morisot écrit à sa sœur Edma. « Monsieur Degas m'a parlé de toi l'autre soir. Il te trouve très étrange. D'après plusieurs choses qu'il m'a dites sur ton compte, je le juge assez observateur. Il est venu s'asseoir auprès de moi, prétendant qu'il allait me faire la cour, mais cette cour s'est bornée à un long commentaire du proverbe de Salomon, « La femme est la désolation du juste. » Ah ah, les femmes ne me pardonnent pas ça. Elles me détestent. Elles sentent que je les désarme. Je les monte sans leur coquetterie à l'état de bêtes qui se nettoient. Janniot vous répond, « Vous croyez qu'elle ne vous aime pas ?» Mais j'en suis sûr. Elles sentent que je suis l'ennemi. Heureusement, car si elles m'aimaient, je serais fini. Ce qui vous intéresse le plus dans un corps de femme, c'est bien ce qu'on ne vous pardonne pas, l'animalité. Oui, j'ai peut-être trop considéré la femme comme un animal. Pour Paul Valéry,
vous acharnez à reconstruire l'animal féminin spécialisé, esclave de la danse ou de l'emploi ou du trottoir. Et ce ne sont pas vos aphorismes des années 1890 qui vont vous disculper. En 1891, le principal charme des femmes est de savoir écouter. Et en 1893, les femmes ont du bon quand nous ne valons plus rien. Vers 1865, la montée du réalisme est propagée au Café Gerbois par le romancier et critique Edmond Duranty, dont vous faites le magnifique portrait de Glasgow. Il publie la Nouvelle Peinture en 1876, suggérant de créer des images de la vie moderne en tenant compte des acquis de la science. Vous l'exprimez autrement. Le secret, c'est de suivre les avis que les maîtres vous donnent par leurs œuvres en faisant autre chose que ce qu'ils ont fait. Votre passion de collectionneur en témoigne. Votre centre de gravité étant Ingres, 20 peintures, 88 dessins, et Delacroix, 13 tableaux. Au-delà de vos collections, qu'est-ce qui vous importe le plus ? Le travail n'est-il pas le seul bien qu'on puisse posséder quand on en a envie ? Toutes ces belles choses ne sont-elles pas faites de renoncement ? On ne fait bien qu'en se résumant, et on ne peut se résumer qu'en voyant peu. Vous voilà appuyé à l'atelier de Bartholomé que vous appelez le lieu humide. Est-ce l'illustration de l'annonce que vous déclariez au peintre danois Lorenz Fröhlich ? L'art ne s'élargit pas, il se résume. Et si vous aimez les comparaisons à tout prix, je vous dirai que pour produire de bons fruits, il faut se mettre en espalier. On reste là toute sa vie, les bras étendus, la bouche ouverte, pour s'assimiler ce qui se passe, ce qui est autour de vous, et en vivre. Que répétez-vous à Marie Cassatt et à Louisine Hevmeyer ? L'art n'est pas spontané, mais résulte de constants efforts. Et amour ? Aucun art n'est moins spontané que le mien. Mais pouvez-vous expliquer davantage ? L'art est une convention. L'art est un vice. Qui dit art, dit artifice. L'art est malhonnête et cruel. Ne prenez-vous pas le contre-pied des impressionnistes ? Eux ont besoin d'une vie naturelle, mais moi d'une vie artificielle. Le dessin n'est pas ce que l'on voit, c'est ce qu'il faut faire voir aux autres. Ne vous posez-vous pas les mêmes questions que Gauguin, peignant d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous ? Au fond, nous ne savons rien, ni d'où nous venons, ni où nous allons. Alors, pourquoi chercher à élucider un mystère que personne n'est encore arrivé à percer ? Parce que de toute évidence, il est impénétrable ? Nous n'avons pas pénétré le vôtre. Il nous reste vos œuvres. Vous serez inhumé dans le caveau de famille, cimetière Montmartre. Vous aviez dit « Je ne veux pas de discours », puis… Si, Forain vous en ferait un. Et vous direz « Il aimait bien le dessin ». Il n'y eut pas de discours. Et vous devez excuser le mien.